Le voilà donc le tracé de ce circuit de Laguna Seca. Nous sommes au sud de San Francisco, 400 km au nord de Los Angeles, 3 km 600. Et rapidement avec vous Franck, nous avons dit tout à l'heure que la grille de départ était composée des deux pilotes du Penske Racing. Eh bien nous sommes dans le tour de formation en compagnie de Memo Guidelet. Alors on va avant même de commencer cette course rappeler un petit peu avec vous Franck quelles sont les positions au championnat, car c'est vrai que nous sommes à 5 courses de la fin de la saison. Il y a 6 pilotes qui peuvent mathématiquement être champions et donc toute notre attention va se concentrer là-dessus. Franck, on va jeter un coup d'œil au nom des pilotes qui peuvent encore être sacrés champions. Ouais, c'est vrai qu'on attaque le dernier quart de la saison, donc plus que 5 courses, c'est qu'on a nettement 6 pilotes maintenant détachés en tête du championnat, donc 6 pilotes mathématiquement en position de remporter le titre. Premier d'entre eux évidemment Michael Andretti qui est en tête du championnat comme on le sait avec 126 points. Il a 6 points d'avance sur Paul Tracy, donc 126 contre 120. Et derrière c'est très serré également puisque Fernandez, De Ferran et Moreno se tiennent entre 2 points, 117, 116, 115. Ça nous fait donc 5 pilotes groupés en une dizaine de points, alors que vous voyez les statistiques habituelles sur le circuit Laguna Seca, 3 km et demi et une fenêtre de ravitaillement aux alentours du 30e tour. Et dernier pilote en lice pour le titre, on peut mettre Kenny Brack dans le lot. Kenny Brack qui est 6e au championnat à 20 points à peine de Michael Andretti. Voilà, vous avez vu que la course ferait 83 tours et que la fenêtre de ravitaillement était prévue entre le 29e et le 33e tour, alors que nous sommes avec Montoya. Cela veut dire qu'on aura, sauf incident de course évidemment, on aura un dernier run très très court. Donc apparemment les deux premiers runs seront plus longs que ne le sera le troisième. Attention, au départ le Pescara est rentré dans les stands. Sur la gauche de votre écran, l'homme qui a signé, sur la droite de votre écran, l'homme qui a signé la pole, Castroneves, De Ferran à ses côtés, Dario Franchitti derrière, et c'est parti avec un très bon départ de Helio Castroneves. Et ce freinage de l'épingle, un très très gros freinage, un des plus gros freinages du circuit, ouais. Et qui apparemment est bien négocié par tout le monde avec Castroneves qui en ressort en leader, De Ferran deuxième, Franchitti troisième, Montoya quatrième. Et juste derrière la voiture bleue, c'est Brian Herta qui avait signé le 4e temps des essais, qui revient sur une voiture du Forsythe Racing. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, la surprise effectivement sur la grille, eh bien ça a été le 4e temps de Brian Herta, invité surprise de cette course. C'est déjà le peloton qui est en train de s'étirer. On a vu fugitivement au fond de l'écran Paul Tracy qui déjà entamait sa course-poursuite après être parti très loin sur la grille de départ. Regardez-le, le voici Paul Tracy. On rappelle qu'il est deuxième du classement du championnat, deuxième à 6 points seulement de Michael Andretti. Le corkscrew, premier passage dans ce virage qui est un des plus beaux virages au monde. Ouais. Un virage tout à fait extraordinaire en aveugle. Virage dans lequel, on s'en souvient, s'était tué malheureusement l'an dernier Gonzalo Rodriguez, l'Uruguayen, lors des essais libres de ce Grand Prix kart de Laguna Seca. Et d'ailleurs à ce propos on signale, je pense pas qu'on aura l'occasion de le voir à l'image, mais on signale que lors des essais une très très grosse sortie de route s'est produite pour Patrick Carpentier, un petit peu identique à celle de Rodriguez l'an dernier. Mais qui fort heureusement s'est terminé bien mieux pour le pilote. Ouais, dans ce virage-ci, le virage où nous sommes, le virage numéro 3, il est parti en tête à queue. Carpentier, il a survolé le bac à gravier, sa voiture s'est plantée par l'arrière dans le mur de pneus et il a décollé par-dessus le grillage qui quand même mesure plus de 3 mètres. Et c'était un accident vraiment très spectaculaire. Il a eu beaucoup de chance, Carpentier, de s'en sortir sans blessure. Voilà, tout s'est très bien terminé pour le Québécois. Voilà, nous sommes dans le deuxième tour, la montée vers le tire-bouchon, le corkscrew et ce très gros freinage dans lequel l'an dernier les freins de Gonzalo Rodriguez avaient tout d'un coup cassé, entraînant le pilote dans le rail. Oui, Zanardi très chaud. Montoya. Zanardi n'est plus là depuis 2 ans, Franck. Non, déjà. C'est la deuxième saison où il n'est plus là. Comme le temps passe vite. Montoya qui a l'air très en forme. C'est le seul parmi le groupe de tête. Ouais, il fait un temps magnifique en tout cas, vous le voyez sur cette image de la caméra embarquée. Alors il y a en gros 3 parties, je dirais 3 tronçons dans ce circuit. Ce tronçon là qui est la descente, donc qui ramène vers la ligne droite des stands, avec un virage en épingle à gauche
avant la ligne droite des stands qui est très difficile à négocier parce qu'il est difficile de réaccélérer parce que le mur revient à l'intérieur de la piste et c'est un virage assez délicat. Et puis après une partie plane assez lente et puis après la montée vers le corkscrew. Donc 3 parties, une plate, une en descente, une en montée. C'est un petit peu le menu de ce circuit de Laguna Seca que nous parcourons. Nous sommes dans le tire-bouchon, le corkscrew en compagnie de Juan Pablo Montoya. Dans la descente donc vers le virage à gauche qui commande la ligne droite des stands. Voilà, cette épingle dont vous nous parliez. Virage que voici. Cette épingle très difficile avec le mur extérieur qui se rapproche et qui oblige à beaucoup de finesse dans la réaccélération. Il y a des problèmes pour Andretti apparemment. On nous a signalé qu'on allait avoir une communication radio avec Andretti. Ah oui, il est en ralenti. Non, il est en course, non? Il est juste derrière Fittipaldi apparemment, son coéquipier. Ouais. Et juste devant, surtout Paul Tracy, son adversaire principal pour le titre. Bien sûr. Les deux pilotes sont 11e et 12e. Qui a déjà gagné des places d'ailleurs par rapport à sa position sur la grille. C'est un petit peu la manière générale dont Paul Tracy s'est comporté en course cette année, avec souvent des qualifs ratés et puis une course-poursuite en course. Vous voyez, on voit très bien la déclivité, là, la montée vers le tire-bouchon, avec toutes ces enfilades qui passent à fond. Et au moment de mettre le pied sur le frein pour le tire-bouchon, eh bien les voitures sont à environ 300 km/h. Et la descente très technique avec des parties qui délestent énormément. Ça reste assez groupé comme vous pouvez le voir. Avec oui, mais pour l'instant pas vraiment de bagarre. Pas non plus de peloton qui s'étire gentiment, mais sans qu'il y ait véritablement de velléité. Il n'y a pas 36 endroits où dépasser ici. Il y a le freinage de l'épingle au bout de la ligne droite des stands. Éventuellement, si on est nettement plus rapide que le pilote qui vous précède, le haut de la montée avant le tire-bouchon, mais globalement, c'est à peu près tout. Ce sont les deux seules zones de dépassement réel de ce circuit. Là voilà, cette montée vers le tire-bouchon en compagnie de Mark Blundell. On se rend bien compte avec la caméra embarquée à quel point c'est aveugle, hein, ce virage à gauche du tire-bouchon. Ce pif-paf. Et là maintenant la descente vertigineuse avec ces grandes courbes extrêmement rapides. Et puis cette épingle gauche pour la ligne droite des stands. Vous avez vu juste avant sur votre gauche l'entrée de l'allée des stands. Mark Blundell qui se fait distancer petit à petit par un concurrent qui le précède. Ça fait maintenant plus d'un tour qu'on est avec Blundell. On pourrait peut-être sortir un peu de la Reinhardt du Pack West pour voir où en sont les leaders et où en sont surtout Tracy et Andretti qui étaient au contact direct. Vous entendez les roues arrière délestées sur cette bosse du corkscrew. Et on retrouve la tête de la course où les positions se sont pas beaucoup creusées, hein. Pour l'instant, ça reste assez stable.
avec toujours les deux voitures du Penske aux première et deuxième place. Castroneves devant De Ferrand. Franchitti est toujours troisième. Une petite stat sur l'écurie Penske, sur tout ce qui est circuit routier et urbain, donc non ovale, 3 victoires, 5 pôles, 5 podiums, 7 départs en première ligne et surtout 245 tours en tête. On voit que les points chez Penske ont surtout été marqués sur les routiers et les urbains. Et c'est vrai que les deux pilotes du Penske sont quand même plus typés circuit routier. Deux pilotes certes brésiliens mais à la culture au niveau des sports mécaniques européennes, puisqu'ils ont tous les deux fait leur classe en Angleterre, surtout en Formule Vauxhall, en Formule 3. Et c'est là qu'ils excellent, Castroneves et De Ferrand sur les routiers. Alors qu'on découvre Bryan Herta qui lui est surnommé le roi de Laguna Seca, puisqu'il a réussi ses plus belles performances et notamment sa seule victoire en kart ici même à Laguna Seca. On se souvient de ses duels avec Zanardi notamment. Et puis ses succès aussi en Indy Lights, puisque pendant 6 ans de l'Indy Lights au kart, Bryan Herta est parti à chaque fois de la première ligne, ce qui est quand même un exploit assez rarissime. Bryan Herta qui arrive à suivre le rythme des 4 premiers, qui s'est peut-être même un petit peu rapproché de Montoya. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Bryan Herta, puisque sa dernière pige cette année remonte à Long Beach où il remplaçait Fontana. Ça fait pas loin de 6 mois d'inactivité pour Herta et apparemment ça lui pèse pas trop. Vous le voyez, 6 départs, 2 victoires même évidemment, oui, pour Bryan Herta Laguna Seca, le spécialiste de ce circuit californien. Où il est sorti large Montoya. Non, c'est peut-être c'est Franchitti qui a dû sortir large dans le virage numéro 3. Et ça a permis, vous le voyez, à Montoya de revenir dans l'aspiration du pilote Green. Alors que derrière Herta, c'est Braque qui est 6ème. Braque lui aussi est bien dans le coup pour le titre. Et qui est en bonne position puisque devant lui, il n'y a que De Ferrand qui peut jouer un rôle pour le titre. Les autres prétendants sont derrière Kenny Braque, Andretti Tracy, Fernandez Moreno. Un bon début de course pour Braque. Mais voilà Kenny Braque qui remonte fractionnellement, mais qui remonte apparemment sur Herta et sur la tête de la course. D'ailleurs, on a Guglielmin 6ème, puis Vasseur, Servia. Voilà, Vasseur 8ème. Toujours à l'aise à Laguna Seca, d'habitude Vasseur, il a l'air un peu en retrait cette année. Mais c'est un des grands spécialistes de la piste californienne. Il va falloir surveiller aujourd'hui. Servia, lui, évidemment, il débute à ce niveau-là, donc il n'a pas la même expérience de la piste, même si ces 2 années d'Indy Light lui ont permis d'apprendre le circuit. Et on retrouve Blundell en caméra embarquée.
Et après 12 tours, donc classement inchangé. Il faut bien dire que quand même il ne se passe pas grand chose depuis le début de cette course. Ouais, c'est plutôt calme. Mais c'est serré quand même, hein. C'est pas dit que ça bouge pas d'ici pas longtemps. Notamment devant Blundell, on a quand même un gros paquet. Alors en jetant un coup d'œil sur les positions en tête de cette course et sur les positions en tête du championnat, eh bien on peut s'apercevoir que pour l'instant l'homme qui fait la bonne opération, c'est évidemment Gilles de Ferrand, qui est classé deuxième de cette course alors qu'il est quatrième du championnat. Autre homme à faire une bonne opération pour l'instant, c'est Kenny Brack. Ouais. Car pour le reste, eh bien c'est vrai que dans le groupe de tête, on n'a aucun des postulants au titre. Je vous rappelle que les 6 postulants au titre sont Andretti, Tracy, Fernandez, De Ferrand, Moreno et Brack. Et Moreno, le voilà. Fernandez aussi, les deux coéquipiers du pas de Patrick. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Tracy et Andretti roulent ensemble, l'un derrière l'autre. Même chose pour Fernandez et Moreno. Et même à la limite, De Ferrand, Brack sont pas trop loin non plus. Remarquez le volant de Fernandez, toujours aussi grand, un très gros diamètre de volant pour Fernandez. C'est le pilote qui utilise les plus gros volants en kart. La différence entre Fernandez... Oh, il y a un problème pour Tagliani. Ouais, c'est Fernandez qui... Il a peut-être raté une vitesse. Ouais, à l'amorce de la montée. C'est vrai qu'il y a un gros paquet derrière Tagliani, puis devant c'est le trou, il a peut-être un petit souci de boîte ou quelque chose comme ça. Oui, je me demande si effectivement Tagliani n'est pas en train de bouchonner un petit peu tous ceux qui se trouvent derrière lui. À savoir Moreno et Carpentier installés derrière Adrian Fernandez. Donc Castroneves a fait le trou quand même. Ah, il a creusé un beau petit écart maintenant sur Gilles de Ferrand qui lui-même apparemment s'est affranchi de toute menace venant de Dario Franchitti. Kenny Brack a des beaux ralentis là, Jimmy Vasser. Elio Castroneves le leader. Michael Andretti. On voit les visages des pilotes, c'est vraiment des images magnifiques. Vous voyez que les alentours de ce circuit de Laguna Seca qu'on pourrait vraiment qualifier de véritable stade automobile, dans la mesure où c'est bâti à flanc de colline et où le public s'installe sur des tribunes, mais également beaucoup sur la colline en elle-même. Et nous sommes pas très loin du désert, et vous voyez que tous les alentours du circuit sont complètement désertiques. On est très près de la côte, on est à 4 km, 5 km de l'océan Pacifique, mais à l'intérieur des terres, et donc sur la route du désert. Ouais, c'est une ancienne base militaire, Monterrey. Ça explique qu'on ait pu construire un circuit automobile, puisque si les nuisances des militaires ne dérangent pas le voisinage, celles des voitures dérangeront encore moins. Oui. Voilà, alors à ne pas confondre le Monterey californien et le Monterey mexicain, qui pour le Monterey mexicain était la ville de Zorro. Ce Monterey-là, eh bien, elle est une des stations balnéaires les plus en vogue de la Californie. Donc nous vous le disions, à 200 km au sud de San Francisco, 400 km au nord de Los Angeles. Deux villes qui se touchent, qui s'appellent Carmel et Monterey, avec quelques endroits à visiter dans le coin, et notamment probablement ce qui est le plus beau parcours de golf des États-Unis, le golf de Pebble Beach, sur lequel s'est déroulé cette année l'US Open, troisième manche du Grand Chelem de golf, et remporté pour l'anecdote par Tiger Woods avec 18 coups d'avance sur son plus proche poursuivant.
Et ce golf de Pebble Beach est donc situé sur la commune de Montreuil-Carmel, deux communes qui se touchent et dont le maire a été pendant très longtemps Clint Eastwood. Et pour en finir avec Montreuil, la course mexicaine qu'on aura l'an prochain en kart sera précisément à Montreuil, Mexico. Mexique. Donc faudra pas dans la patrie de Zorro, dans la patrie de si cher au cœur de Robert Piselli. Le héros de son enfance. Voilà. Pas si lointaine d'ailleurs. Bon, non. Parce qu'il est pas vieux, Robert. Non, bah, c'est même un enfant, on peut dire ce qu'il est. Un enfant. Alors qu'est-ce qui est passé pour... Ah, il a des problèmes Tagliani quand même. Ouais, hein. c'est Tagliani encore. Ouais. Ah, il bouchonne. Regardez, du coup, Fernandez a laissé passer Moreno. Il y a un problème sur la voiture de Tagliani. On va voir ça, ouais, de la voiture de Fernandez. Alors, on le revoit de la caméra embarquée. C'est un problème de boîte ou de frein pour Tagliani. Et il est obligé complètement de sortir de la trajectoire Fernandez. Et ce faisant, de laisser passer Roberto Moreno. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise opération de la part de Fernandez, hein, parce que faire sauter le bouchon Tagliani, c'est peut-être pas voilà. si facile que ça. Il a botté en touche maintenant, c'est à Moreno. C'est à Moreno de s'en démerder. Démerde-toi, vieux. Je te le laisse. Nous sommes avec Montoya dans la ligne droite des stands. Avec cette courbe à gauche à fond mais aveugle, et au moment où les pilotes mettent le pied sur le frein, ils sont approximativement à 280 km/h à cet endroit-là. C'est un petit peu moins rapide que lors du freinage précédant le corkscrew. Oh là 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 là. Ouais, il s'est fait larguer Montoya, donc il attaque, mais c'est un peu limite, il sort très large sur les boulevards. Voilà la montée vers le tire-bouchon. On est complètement aveugle au moment de braquer. Magnifiques images en tout cas. On voit que ce circuit impose de très nombreux changements de vitesse. Pour une vitesse moyenne qui n'est pas extrêmement rapide d'ailleurs par rapport à la moyenne, Franck, des routiers du championnat kart. On le voit, 170 km/h, c'est vrai que c'est pas énorme. On est à 210 à Elkhart Lake, on est à près de 200 à Lexington. Donc c'est vrai que c'est pas le plus rapide des circuits du championnat. Mais par contre, c'est vrai que c'est un des plus exigeants tant au niveau physique que mécanique. Hein. Les boîtes, les freins souffrent énormément, et les pilotes aussi. Quand on a des périodes de course sans neutralisation, ça devient quand même assez éprouvant pour les pilotes. Ce qui est le cas pour l'instant, et c'est quand même à noter, car alors que nous sommes au quart de la course, eh bien, on n'a pas eu un seul abandon depuis le début, ce qui est quand même extrêmement rare. Pas un seul abandon mécanique, pas un seul accrochage. Ouais, c'est vrai, même pas un abandon dans les stands. Calme plat. Espérons que Paul Tracy va nous mettre un petit peu d'animation dans tout ça.
Bon, ça va pas tarder. En début de course, souvent il dort un petit peu, Paul Tracy, ouais. et quand il se réveille, on s'en aperçoit en général très vite. Non, puis c'est pas parce qu'il a un championnat à jouer que ça va le calmer. Hein. Ah non. Ah ben le voilà. Ah, le voilà. Il est toujours derrière Andretti, mais sans aucune possibilité de l'attaquer. Ouais. Toujours 11e et 12e les deux pilotes. Il y a Kanaan à ses trousses, Paul Tracy. Kanaan qui a dû prendre une petite claque quand même hein, puisque Herta qui donc faisait son retour aujourd'hui à Laguna Seca sur une nouvelle voiture. Alors pendant temps, la communication de Tracy avec ses stands, une petite consigne apparemment, mais rien de crucial. Non. Ouais, donc Kanaan, il a vu Herta arriver dans son écurie, une nouvelle voiture achetée et engagée par Jerry Forsyth, et il s'est quand même fait passablement allumer aux essais. Et ça ne doit pas être idéal pour le moral du jeune Brésilien. Voilà, c'est peut-être une bonne chose pour Andretti, il revient sur Fittipaldi. S'il parvient à mettre son coéquipier entre lui et Tracy, ça pourrait lui enlever un peu de pression peut-être. Il a l'air plus rapide que Fittipaldi d'ailleurs, Andretti. Oui. Un peu devant. Alors est-ce qu'on va pratiquer la course d'équipe C'est difficile hein, pour Fittipaldi de laisser passer Andretti dans la mesure où il y a Tracy juste derrière lui. Il a repris 6 dixièmes en 2 tours. Ouais. Oui, il s'est nettement rapproché. Maintenant, se rapprocher est une chose, le doublé va en être une autre. C'est vrai que pour lui, ce serait bien d'installer Fittipaldi entre lui et Tracy. Ça lui donnerait une petite marge. Et ouais, il a un peu allumé la roue au freinage du corkscrew. Peut-être un petit signe d'impatience de la part d'Andretti. On ne va pas trop s'énerver non plus. Ah, puis Michael, il faut qu'il pense aussi, il n'y a pas que Tracy quand même qui menace ce championnat. Fernandez, De Ferran, Moreno sont pas loin au classement. Et pour l'instant, ils sont loin devant lui. Donc il faudrait non seulement contenir Tracy, passer Fittipaldi, mais peut-être revenir sur la tête de la course. Parce que sa position de leader au championnat est quand même pour l'instant menacée. Montoya dans la descente. Qui perd de plus en plus le contact avec les leaders. Bryan Herta donc
Donc vous aviez raison de souligner le fait qu'il faisait une belle course pour un garçon qui a pu rouler cette année. Eh bien, il montre ici qu'il est toujours dans le rythme. C'est vrai que c'est un peu son jardin quand même, Laguna Seca. Il n'y a pas un circuit au monde qui lui réussit mieux. Il a toujours très bien marché ici. On se souvient de bagarres homériques d'ailleurs dans le dernier tour. Avec Zanardi. Avec Alessandro Zanardi au tire-bouchon. Et un dépassement d'anthologie de Zanardi sur Herta ou Herta sur Zanardi sur Herta. Zanardi sur Herta. Tour, il gagne comme ça. Je me souviens de l'action, mais je me souvenais plus lequel avait dépassé lequel. C'est un des dépassements du siècle. L'ingénieur de Google Mine est très loquace. Oui. Mais moi j'ai rien compris. Il lui disait 3 secondes et demie de retard sur le pilote qui te précède, 8 secondes de retard sur le leader. Et apparemment des consignes au niveau de la consommation. Et belle course de Google Mine, 7ème à la régulière. Pas en mesure, loin de là, d'inquiéter les leaders, mais bien détaché devant le reste. C'est une de ses plus belles prestations depuis le début de l'année. Ouais. Alors qu'on s'achemine vers la première fenêtre de ravitaillement, rappelez-vous qu'elle était prévue entre le 29e et le 33e tour. Nous sommes dans le 26e tour. Donc les premiers concurrents devraient bientôt rentrer au stand. Et entre Jimmy Vasser 8e et Oriol Servia 9e, eh bien vous voyez que l'écart est fluctuant. Jimmy Vasser dans 3 tours. Et c'est lui qui répondait là. C'est lui qui répondait, mais c'est. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Je crois qu'il a demandé si on lui a dit check down 3, donc 3 tours avant l'arrêt au stand. Il a demandé s'il pouvait faire un tour de plus. Et par contre, je suis pas sûr de la réponse qu'on lui a dit. On l'a pas entendu la réponse du stand. Mais va se demander à faire un tour de plus. Ouais, peut-être, ouais. Ça doit être ça. Et je me souviens de l'époque où sur ce circuit de Laguna Seca avait lieu une manche du championnat du monde de vitesse moto. Ouais. Et c'était tout à fait hallucinant de voir les motos dans le tire-bouchon et surtout pas tellement l'endroit où elles passent dans le corkscrew, mais l'endroit où elles réaccélèrent. On entend que sur les monoplaces, les roues arrière délaissent. Eh bien, c'était la même chose sur les motos et c'était proprement ahurissant. Je me souviens une année avoir assisté sur place dans le corkscrew à une chute de Eddie Lawson, tout à fait incroyable. Avec l'arrière de la moto qui tout d'un coup avait brutalement décroché. Il fallait vraiment un gros cœur pour rouler en moto à Laguna Seca, et le point d'ailleurs qu'on n'y roule plus. Qu'on n'y roule plus. Il y a eu quand même pas mal d'accidents en moto. Je crois que c'était blessé. C'était extrêmement dangereux ce circuit. Et qu'il y a peu de circuits aux États-Unis adaptés aux motos. Ça explique sûrement qu'on est plus grand prix moto des États-Unis. Premier arrêt, c'est Carpentier. Non, c'est Tagliani. Alex Tagliani dans les stands. Oh, il y avait Canaan, sinon Guidley qui rentrait. Guidley qui rentrait, ça aurait pu faire un accrochage. Ouais. Guidley toujours au volant de la voiture de Fontana. Et jusqu'à la fin de saison. On peut considérer que c'est la sienne maintenant. Oui. Au bout d'un certain temps. Gros patinage à la sortie des stands et c'est pas Tracy. C'est Tracy, oui. Donc ils ont un petit peu anticipé sur une marque Franchitti, mais pourtant c'est les casques. Oui, c'est bien Franchitti, mais c'était les casques. Les mécaniciens avaient des casques aux couleurs de celui de Paul Tracy. D'où notre erreur. Oui, d'où l'erreur, compréhensible. Ils ont fait exprès chez Green, je suis sûr. Servia au stand. Beau début quand même dans la discipline cette année pour le jeune Oriol Servia, que l'on connaît bien en France, pour l'avoir vu courir en campus en Formule Renault, puis en Formule 3. Et on a aujourd'hui son petit frère d'ailleurs qui court toujours en France, Johan Servia, qui court dans le
le championnat de Formule Campus, avec des résultats, disons, mitigés. Ouais, mais c'était un peu le cas d'Oriol à la même époque. Hein, tout à fait. Alors que les deux Penske rentrent, les deux leaders. C'est deux Ferrand. Non, c'est Castroneves, décidément. À 12 secondes, donc le plein complet des réservoirs. Et donc les positions ne changent pas. Castroneves repart devant de Ferrand. Brian Herta s'est également arrêté. Avec la caméra posée sur le casque d'un des mécaniciens. Et Bougelmi, attention, il n'y a pas Pitti qui est rentré, ouais, ça s'est bien passé apparemment. Fittipaldi qui rentre. J'ai pas l'impression que ces ravitaillements vont changer grand chose au classement. À mesure où pour l'instant tout s'est bien passé de toutes parts. Oh, il a failli caler. Oui, il a failli caler. Ouais, hein. C'était à deux doigts là. Hein. C'est pas un super pit stop pour Fittipaldi. Oula, alors que Montoya, lui, il est toujours derrière Tagliani apparemment. C'est étonnant parce qu'on a vu Tagliani au stand, on n'a pas vu. Ah, voilà, qui rentre Montoya. Oula, ralenti, on lui dit, il arrive un peu vite Montoya. Oui, il est arrivé carrément vite. Ouais. Fais attention à ta vitesse en sortant. On n'a pas fini de mettre le carburant. Et c'est parti. Fais attention à ta vitesse. On préfère le prévenir deux fois plutôt qu'une apparemment. Genre de truc qu'il pourrait oublier Montoya, sa vitesse limitée dans les stands. Kenny Brack. Andretti qui rentrait, Brack qui sortait. Ça s'est croisé très près, encore une fois. Pas de problème non plus pour Andretti. Voilà, tout le monde est rentré maintenant à peu près. Ouais. Et donc on va pouvoir vous donner une hiérarchie qui, à mon avis, sera exactement la même qu'avant les arrêts au stand. Ouais, Castroneves a dû garder la tête, mais derrière lui, on ne voit plus de Ferrand. Il me semble avoir aperçu Montoya ou une voiture du Steve Ganassi en tout cas. Oui, Montoya. Ouais, Montoya a dû passer de Ferrand dans les stands. Montoya est devant de Ferrand, juste devant, et derrière il y a Franchitti. Ouais. Donc c'est Montoya qui a le mieux profité de cette fenêtre de ravitaillement. Il a gagné 2 places. Ouais. Parce qu'il était derrière Franchitti, donc il a doublé et Franchitti et machin là, de Ferrand. De Ferrand, ouais. Il a dû passer aussi, on voit Tagliani au corps. Oh là 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 là, quelle chaleur pour Montoya. Tagliani n'a pas dû le voir, il était à la lutte avec Blundell apparemment. C'est passé très très près du mur là, quand même pour Montoya. Ouais, pas du tout le bon endroit pour s'accrocher. En plein appui, en plein freinage dans cette montée. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Et donc confirmation, vous voyez, voilà. Ouais. Et Herta a perdu. Herta était 5e, il est maintenant 7e. Et un qui a gagné apparemment, c'est Fernandez aussi. Vasseur en bagarre avec Servia. Et vous avez vu sur le plan précédent que Montoya était en train de se détacher d'ailleurs de Ferrand. Montoya qui va probablement se lancer à la poursuite de Castroneves. Ah, D'Amata en difficulté. Attention D'Amata parce on l'a pas dit, mais D'Amata il est jamais que quelques points derrière Brack, 7e au championnat, et avec un peu de chance il pourrait. Et Vasseur dans les pits. Jouer le titre D'Amata. Ça c'est un replay sûrement de Jimmy Vasseur. Que s'est-il passé? Ouh là ouais, c'était chaud avec Fernandez. Fernandez a failli. Non, je crois pas que ce soit un replay. Je crois que je pense, oui. Non, je crois que c'est du direct. Je crois que c'est du direct. On n'avait pas vu Adrian Fernandez entrer encore. Hein. Non, je crois que c'est du direct, Franck. Ah, c'est possible, oui, exact. Ouais. Parce que justement, c'est chaotique pour Fernandez. Ça devait être le leader de la course, Fernandez. C'était un petit peu la question que je me posais tout à l'heure. Ah, quoi qu'on le retrouve en direct maintenant. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Fernandez. Ouais, c'est vrai qu'on au stand précédemment. Ni Vasseur. Ni Vasseur.
En tout cas, il y a eu un petit truc entre Vasseur et Fernandez dans les stands. Et Vasseur, Fernandez a perdu énormément de temps. Ouais. Regardez, tout à l'heure il était cinquième, oui. Et eh bien, il n'est plus cinquième. Ou alors il a changé de visage. Mais... oui, il revient sur D'Amata. Il a l'air énervé un petit peu, hein, ouais. Fernandez. C'est vrai qu'il joue le titre, lui aussi. Et là, il a perdu gros. En plus, D'Amata n'a pas l'air des plus coopérants pour le laisser passer, alors que D'Amata est quand même en difficulté suite à sa petite excursion hors piste. Il faudrait voir à changer le... Oui, le voile sur la caméra. C'est vrai que c'est pas terrible comme image. Voilà, parfait là. Et vous remarquerez que le son du Ford du Ford Cosworth d'Adrian Fernandez est quand même beaucoup plus rond que celui du Toyota et du Honda. Le Toyota, on l'a vu avec Montoya. Ça fait quand même plus V8 américain que les moteurs japonais. Il est 17ème Fernandez maintenant. C'est plus qu'une... Il est intéressant d'observer avec la caméra embarquée à quel point le pilotage de Adrian Fernandez est un pilotage beaucoup plus coulé. Par exemple, ah, le revoilà dans les stands. Non, c'est un replay. Ouais. Il est intéressant d'observer à quel point le pilotage de Fernandez est un pilotage beaucoup plus coulé que celui de Montoya. Par exemple, Montoya, quand il descend les vitesses, emmène le contour à chaque fois dans la boîte à gants. Alors que chez Fernandez, c'est vraiment tout dans la, finesse. Tout dans la finesse. Ça n'a rien à voir. Cela dit, c'est peut-être un poil moins efficace que Montoya, mais ça abîme moins la voiture aussi. Ouais, c'est vrai. Donc on a un petit groupe un peu chaud, Papis, Carpentier, Moreno. Bon début de course de Papis aussi, il est 13ème mais il partait loin. Il a dû bien remonter sur le dernier pit stop. Attention, attaque de Carpentier peut-être au corkscrew, ça va être dur. Il se décale quand même. Mais il n'y va pas franchement. Papis a fermé la porte. Mais il est bouchonné quand même. Hein. Perd du temps, Carpentier derrière Max Papis. Alors, vous voyez en haut à gauche de l'écran les meilleurs tours. Et De Ferrand vient juste de prendre le meilleur tour à Castron-Lévez. Castron-Lévez avait les... Pour l'instant, en tout cas, ce meilleur tour est véritablement chasse gardée des voitures du Penske. Attention, Carpentier pas très loin derrière Papis là. Il va être trop loin pour porter une attaque
Le double gauche du bout de la ligne droite. Nous sommes avec Montoya. Écoutez bien la rage de Montoya, le pilotage rageur de Colombien. Notamment au moment du rétrogradage. Du coup, il s'en est un petit peu loupé. C'est-à-dire qu'il le prend véritablement, il y a deux trajectoires pour le prendre, ce gauche, et on peut le prendre véritablement double gauche, avec 2 cordes et en partant à l'extérieur entre les deux, soit on peut longer la corde. On s'aperçoit qu'il y a véritablement 2 trajectoires. On regarde, il y en a qui enroulent la corde de bout en bout et d'autres qui prennent 2 points de corde et qui le prennent donc en double gauche. La banderole à l'effigie de Montoya avec déjà le sigle BMW à l'intérieur, évidemment, en allusion au Williams BMW que Montoya devrait piloter l'an prochain en Formule 1. Devrait, hein, parce que c'est pas encore officialisé. Et on retrouve Nakano pour la 2e fois en caméra embarquée aujourd'hui, le japonais du championnat kart. Très loin au classement, hélas Nakano. Assez loin, juste devant Blundell. Alors que vous le voyez, le classement des 6 premiers et même des 12 premiers est sans changement. Avec une bonne progression quand même pour Andretti sur le dernier pit stop. Il a réussi à passer Fittipaldi, ça non plus on l'avait pas vu à l'image. Il a finalement réussi à mettre Fittipaldi entre lui et Paul Tracy. Nakano, vous l'avez vu, qui lui non plus n'est pas des plus doux dans ses rétrogradages. Et c'est encore moins efficace que Fernandez et Montoya. Encore un beau replay de Kenny Brack, il est sorti peut-être un peu large de ce droite. Et en tout cas bien entamé le V-War. Ouais, il va sûrement mordre un peu dans la poussière. Magnifiques images, on peut voir la déformation du pneu, c'est dire la qualité de ces replays, c'est quand même assez spectaculaire. Kenny Brack toujours 6e et qui devrait logiquement être sacré meilleur rookie à la fin de l'année. Il n'a maintenant pour seul adversaire plus que Tagliani, et encore Tagliani est-il à 50 points. Alors même si mathématiquement rien n'est fait, il a quand même plus qu'une grosse option Kenny Brack sur le titre de Rookie of the Year. Un titre d'ailleurs qui n'est pas que honorifique, pas que symbolique, puisqu'il y a quand même une belle manne de dollars qui accompagne ce titre. Et c'est évidemment toujours agréable. Ça peut permettre de computer des budgets, même si Brack n'est pas dans le cas des pilotes payants, comme Walter Salles qui est en train de se faire prendre un tour par Castro Neves, le leader. Alors qu'on revient sur ce magnifique replay de Kenny Brack, c'est vrai que l'image est quand même assez sublime. Regardez bien le pneu avant gauche qui va se déformer sur la déclivité formée par la bordure, voilà. Vraiment des images très belles. Et on retrouve Castro Neves englué apparemment dans le trafic. Alors cela a-t-il permis à Montoya, de Ferrand, Franchitti de revenir? Apparemment pas trop. C'est vrai qu'on a un plan quand même très très large là, c'est dur de juger.
Guidley justement fait partie de ces retardataires qui vont peut-être gêner Castroneves. Il est juste derrière Nakano. On a donc deux caméramans juste devant le leader. Oui, il s'est loupé Guidley. Un bon mètre au-delà de la corde. 21e, vous le voyez. Pas une super course qui nous fait Guidley, mais il a pas l'air au mieux avec sa voiture. Ça a l'air de glisser pas mal. Oula, oui. Même à l'accélération, la voiture a l'air assez délicate à contrôler. Et on retrouve Moreno qui est maintenant dans l'aileron arrière de la Reynard de Max Papis. Papis qui s'est fait passer par Carpentier et Carpentier qui a pris le large. Donc des soucis peut-être pour Papis. Alors qu'on retrouve une nouvelle fois Montoya en caméra embarquée et Montoya qui lui aussi maintenant est dans le trafic. Il est juste derrière Walter Sales. Et vous le voyez à quelques longueurs devant lui, il y a un petit groupe et dans ce petit groupe il y a Castroneves le leader. Oh, il y a un gros groupe même puisqu'il a 4 retardataires devant lui, Castroneves, Jourdain, Canaan pour commencer. Puis Guidley et Tagliani. Ah, il y a eu une attaque de Carpentier sur Papis. Ah ben, c'est donc le dépassement de Carpentier sur Papis qu'on n'avait pas vu. Oui. Premier dépassement de la course d'ailleurs. Assez osé comme dépassement. Hein. Si on avait une caméra embarquée, ça nous aurait fait des images assez spectaculaires. C'était dans la montée de la ligne droite des stands, ce virage à gauche dont vous parliez tout à l'heure, qui passe à fond et qui est quand même aveugle. C'est passé ric-rac. Hein. Et du coup, Moreno maintenant essaye de passer Max Papis. Papis qui doit vraiment être en difficulté avec sa voiture. Ça faisait un moment qu'il bouchonnait Carpentier quand même. Et puis Carpentier lui a mis 5 secondes en 2 tours. C'est bien signe qu'il y a un problème. Carpentier qui a l'air assez rapide, non seulement il s'est détaché de Papis, mais il revient sur les pilotes qui le précèdent. Et je me demande si c'est pas Paul Tracy qui est juste devant lui sur la piste. Ouais, c'est Tracy qui est devant lui. Bonne course de Carpentier. Apparemment, il se ressent pas trop de son gros carton d'hier. Ouais. En revanche, c'est vrai que pour les deux leaders du championnat, qu'il s'agisse de Michael Andretti ou de Paul Tracy, eh bien c'est une course bien terne, ouais. Au milieu du peloton. Ouh là là, gros embouteillage devant Montoya. Il y a toujours Sales, il n'a pas pu passer Sales. Il y a toujours ces 4 retardataires et Castroneves. Là, ça va vraiment bouger. Il y a 2 voitures apparemment intercalées. Alors il y a Sales. Oh là 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 là. Sales. Oh là là, c'est très très près. Limite la manœuvre de Sales. Impressionnante cette image quand même. On a vu le moment où les 2 voitures allaient se toucher à cet endroit-là. C'est un des endroits les plus rapides du circuit tout de même. Il n'y a plus qu'un retardataire devant Montoya, entre Montoya et Castroneves, et c'est Canaan apparemment. Ouais, 1 seconde, un quart de retard pour Montoya.
Bon, bloqué par Jourdain, Castroneves, on l'a brièvement aperçu en bas de l'écran. Et ça revient derrière aussi, un De Ferrand n'est pas loin. Mais là, tout peut se passer parce que Castroneves, lui, est gêné. Montoya est également gêné. Donc la différence va se faire sur le côté incisif de l'un et de l'autre dans leur dépassement. Et regardez, voilà, Castroneves vient de passer. Montoya, il y a juste une voiture entre les deux hommes et une autre voiture entre De Ferrand, entre Montoya et De Ferrand. C'est-à-dire qu'au point de vue du temps, eh bien, les trois hommes de tête sont quand même dans un mouchoir de poche. Et les retardataires vont avoir un rôle important à jouer. Et quant à Dario Franchitti, vous le voyez, il est juste derrière De Ferrand. Oh, ça y est, il est passé. Oh là là, Montoya. Il a fait un intérieur à Jourdain, mais Jourdain résiste. Alors qu'il n'a pas résisté. Du coup, De Ferrand va peut-être en profiter. Ah oui, ça va être tangent. Il va passer De Ferrand. Il est bloqué à l'extérieur. Il va avoir du mal. Il est passé. Mais non, mais c'est Castroneves. C'est Castroneves. C'est Castroneves. Et c'était Jourdain et Guidelet. Voilà, c'était Memo Guidelet. Oui, on avait cru que c'était Montoya. Oui. Non, c'était Castroneves au milieu des retardataires. Et Montoya maintenant se retrouve derrière Memo Guidelet précisément. En fait, c'était Guidelet et Jourdain qui étaient en lutte directe et Castroneves qui s'est retrouvé voilà, au milieu de la bataille. Voilà. Et attention derrière, oh la attaque de Moreno. Ouais, Papis, mais Papis est vraiment très très lent là, dans cette course. Très grosse difficulté pour le pilote italien qui résiste néanmoins. Et oui. Il va replonger sûrement à l'intérieur, Moreno. Non, il n'y va pas. C'est-à-dire que Papis a freiné pleine piste. Vous voyez, lui, il enroule complètement la corde de bout en bout. Vrai, alors que vous verrez qu'au même endroit, eh bien, Montoya prend véritablement 2 points de corde. Il le passe comme un double gauche. Il y a deux trajectoires. On revoit ce qui s'est passé donc entre Moreno et Papis. Ouais, il freine tard, hein, Moreno un peu trop tard. Il va loin dans le virage, il évite le bac à gravier, mais Papis a mieux réaccéléré. Et même s'il roule sur la partie sale de la piste, il parviendra à prendre le dessus. On a vu, ouais, il y a un nuage de fumée, il y a une voiture dans le mur là apparemment. Ah oui, il y a une voiture. De qui s'agit-il? C'est difficile à dire. Ah, c'est Moreno. C'est Moreno, 5e du championnat, un des postulants au titre. Et c'est... Oh, il y a une autre voiture qui sort, attention, c'est très dangereux ça. Oh, il a tapé dans le mur. C'est une voiture du Forsyth, c'est Carpentier. Tagliani, oui. Alex Tagliani. Ouais. Qui a tapé de face apparemment. Il y a peut-être de l'huile sur la piste. Ah oui, parce que c'est pas normal qu'il y ait deux voitures qui sortent au même endroit comme ça. On revoit ce qui se passe. La deuxième voiture, oh, il y va tout seul, il y a de l'huile sur la piste à mon avis, hein, parce que c'est une sortie de route assez... il glisse des 4 roues, hein, il n'y a pas de survirage ni de sous-virage, c'est glissade intégrale. Dans un endroit où c'est une trajectoire hyper tendue, normalement il n'y a pas de... Il n'y a pas de pilotage véritablement là-dedans. Hein. Et il y a contact contre les murs par contre, donc ça devrait être l'abandon. On l'a vu sortir de sa voiture. Oui, il est descendu de sa voiture. Peut-être qu'on va voir un ralenti de ce qui s'est passé pour Carpentier. Ouais. On revoit Moreno sous un angle différent. Alors est-ce que c'est pas Papis qui perd de l'huile? C'est pas impossible, oui. C'est vrai que sur les caméras embarquées de... Je crois que c'était Moreno, on avait des projections d'huile assez la conséquentes. voiture lui échappe brutalement. Hein. C'est de manière tout à fait anormale. Et Tagliani lui aussi a abandonné sa voiture, vous le voyez, est toujours immobilisée. Pour l'instant, pas de drapeau jaune. Mais ça devrait venir, je pense. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même une dépanneuse qui est arrêtée à un endroit gênant, surtout s'il y a de l'huile à cet endroit-là sur la piste. Regardez les traces. Traces. On voit bien les traces de pneus qui conduisent à l'extérieur. Et bien, certains en profitent pour ravitailler. C'est le cas de Jourdain, de Nakano. Nakano abandonne apparemment. Oui. Il n'est plus dans la voiture. Il n'est plus dans la voiture. Ou alors il a bien rapetissé depuis la dernière fois. Ouais. Et Castroneves rentre. On doit être sous drapeau jaune. Et tout le monde va rentrer. Donc tout le monde anticipe la deuxième vague de ravitaillement. Et ça devrait pouvoir être la dernière. Non, quand même, 35 tours de l'arrivée, ça va être dur. Il va falloir gérer. Est-ce que tout le monde va rentrer? À mon avis, ça va pas être le cas. Hein.
Castroneves, Montoya, oui, il y a un problème pour Montoya, il a calé. C'est-à-dire que là, il y a un pari à faire sur la durée de la neutralisation. Et, Oui. et là, il y a vraiment de la stratégie qui va entrer en ligne de jeu. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme vous le disiez au début de... Ouh là là, Oh là là, Franchitti juste derrière de Ferrand. Il a l'air un petit peu furieux d'ailleurs, Dario Franchitti. Apparemment, il y a eu... De Ferrand a dû reprendre brutalement sa trajectoire dans le stand de manière à bien fermer la porte à, oh là là, à et Franchitti. regardez sur la voiture de Montoya, les vérins hydrauliques ont cédé. Il a fallu qu'on sorte les crics mécaniques. Oh là là, oui, regardez. On a à peine mis C'est la panique. les roues et du coup, il fallait monter la voiture à la main. Et voilà comment on perd une course. Ah ouais. Oui, et en effet, De Ferrand est vraiment sorti très méchamment devant Franchitti. Et Franchitti, qui est plutôt un calme, oui. avait l'air très énervé d'ailleurs à la sortie des stands juste après. C'est vrai que si Franchitti était énervé, c'est qu'il y avait matière. C'est vraiment qu'on l'a énervé, hein. C'est clair. C'est pas Paul Tracy. Alors que Paul, oui, il en faut moins. Il arrive d'être plus sanguin. Moins bien élevé. Oui, c'est vrai qu'il est aussi un peu moins courtois que Franchitti. C'est pas le même background, hein. C'est sûr que c'est pas la même éducation. Non. C'est sûr. Et donc le Pescar évidemment est sorti. Fernandez n'est pas rentré lui par contre. Adrien Fernandez en tête de cette course provisoirement. Mais alors c'est peut-être lui qui fait la bonne opération. Mais là encore une fois, on risque de nous répéter. Il y a une question de pari. Si on parie sur une neutralisation de 4-5 tours, eh bien on peut envisager de s'arrêter au dernier moment. Jourdain est descendu de sa voiture également. Ouais, et apparemment il y a eu un contact avec quelqu'un parce qu'il fait signe à un pilote. Ouais. Apparemment. Et donc, si imaginons que Fernandez ravitaille dans le tout dernier tour de neutralisation, eh bien il pourrait aller au bout avec son plein de méthanol. Et oui, peut-être. La stratégie est importante là. Là, on est assuré d'avoir encore un tour derrière le Pescar, vu que les lumières sont toujours allumées dessus. Ouais, 2 voitures à évacuer, même s'il n'y a pas trop de débris, ça peut prendre. On a déjà fait 2 tours. Ouais, ça peut prendre 3-4 tours. Ouais, ça peut. Et comme vous le disiez au début de la course, c'est vrai qu'on prévoit les ravitaillements tous les 30 tours. On a 83 tours à faire, donc c'est vrai que le dernier run était plus court. Et c'est peut-être ce run qu'on va court-circuiter en ravitaillant plus tôt. Il va falloir évidemment bien calculer la consommation. C'est avec Patrick Carpentier qui s'est accroché Jourdain. Alors qu'il y a un commissaire qui ramène le museau de Moreno. Ouais. Enfin, le museau de la voiture de Moreno, parce que il s'en est fait facilement. Museau, il l'a sur lui, là on le voit bien, Roberto Moreno. Alors Carpentier, on fait un peu de mécanique, il va sûrement essayer de repartir. Il a dû avoir un contact. Non, mais là je suis surpris, c'est pas Carpentier, c'est Tagliani. C'est Tagliani qui a dû repartir. Tagliani qui est reparti, oui. Oui. Alex Tagliani a dû se faire pousser par les commissaires et il est reparti. C'est vrai qu'il n'avait pas tapé violemment le mur. On l'a pas vu. Ouais. On n'a pas vu le ralenti, mais effectivement sa voiture n'avait pas l'air d'être très endommagée. Il est derrière Kenny Brack, Montoya. Il a perdu dans le stand. Il a perdu énormément de temps avec ce vérin hydraulique qui s'est affaissé. Il a perdu énormément de place. Ouais. C'est vrai qu'il était quand même 3e. Ouais, 8e, et en plus en sachant que Fernandez, qui est actuellement en tête, n'est lui pas repassé par les stands encore. Donc, et ça ne doit pas être le seul dans le cas. Hein, parce qu'on ça ne doit pas être le seul dans ce cas-là. Donc Montoya a perdu des places. Certes, il était 2e, mais peut-être pas tant que cela. Il était en tout cas, avant cet arrêt, il était un des, si ce n'est l'homme le plus rapide en piste. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là à la sortie du tire-bouchon? C'était samedi aux essais, c'est apparemment une perte de roue pour Montoya. On me semble avoir vu des écrous voler. Oui, il y avait des... Ah oui, non, c'est peut-être même la transmission qui part en lambeaux. Ou à moins que ce soit les fameux vérins hydrauliques, la dernière pièce qu'on a vue s'envoler de la voiture de Montoya m'avait tout l'air d'être un de ces vérins hydrauliques, des 2 vérins hydrauliques qui soulèvent la voiture à chaque arrêt au stand.
Il y a donc apparemment un souci sur l'ensemble du week-end avec ces vérins hydrauliques. C'est la panne bête, mais c'est vrai que c'est quand même assez handicapant. Alors Fernandez derrière le Pescar et c'est Blundell qui est derrière lui. Oui, et Fernandez n'est que 18e au classement. Alors, et Castroneves est pointé en tête devant ah De oui, Ferrand. mais donc Fernandez a dû s'arrêter alors, mais pourquoi ne dépasse-t-il pas le Oui, alors le qu'on a vu safety beaucoup de car, pilotes c'est bizarre. dépasser le Pescar. Ouais. Du coup, maintenant c'est le Pescar qui dépasse des pilotes. Alors ça c'est assez rare quand même. On a plutôt l'habitude de voir Alors, regardez, Castroneves est rentré premier, il est ressorti premier. Montoya est rentré deuxième, il est sorti huitième. Vous voyez, quand même beaucoup de temps perdu, alors que j'ai l'impression que Tagliani rentre encore une fois. Les feux se sont éteints sur le Pescar, donc on est dans le dernier tour de neutralisation. Et Tagliani est à nouveau dans les stands. Et on enlève le capot. Ça, c'est Damata, me semble-t-il. Oui. Ah, non, Google Mine. Je sais pas pourquoi on nous a montré ça. Oui. Ça agrémente. Oui. Change. On a l'impression que ça cafouille un peu au niveau de la direction de course. Hein. Et je crois qu'on va laisser apparemment les 5-6 retardataires qu'il y a devant Castroneves et De Ferrand. On va pas leur faire dépasser le Pescar. On voit bien sur cette vue d'altitude, eh bien on voit bien ce plan d'eau complètement artificiel tracé au cœur du circuit de Laguna Seca. Bon, à l'extérieur du circuit, mais au cœur du parc. Un parc d'ailleurs qui a aussi accueilli le célèbre festival de Monterrey à la fin des années 60. Dans un tout autre domaine. C'est autre chose, ouais. Un des plus grands festivals de musique, avec évidemment celui de Woodstock. Ouais. C'était notamment la première fois que Jimi Hendrix mettait le feu à sa guitare en public. Ouais, c'était quand même un événement. Moi, j'étais pas, mais. Ah, moi j'étais. Ouais. Si vous me le dites. Marquez. Fais attention parce que c'est très sec autour. Hein. Ouais. Un feu peut vite se propager là-dedans. On est vraiment dans la garrigue. Ouais. Ça ressemble un petit peu à de la garrigue, comme les alentours du circuit de Lédenon. Oui, ah oui, du Castellet, oui. Ouais. Mais les structures sont meilleures que celles du circuit de Lédenon, bien que c'est vrai que on vous le montrera tout à l'heure quand on le verra, mais c'est vrai que si on compare ça aux standards européens en vigueur en Formule 1, eh bien la salle de presse par exemple à Laguna Seca, c'est une petite maison qui n'a rien à voir avec les salles de presse ultra modernes, petite maison que vous voyez là dans la ligne droite. Ah ouais, blanche, toit blanc. On vous la montrera tout à l'heure. C'est vrai que c'est un petit peu archaïque. Autant le tracé est un tracé intéressant, tout est nickel, tout est bien fait, mais c'est vrai que les installations sont pas extraordinaires. Paul Tracy s'est arrêté. Et ça, c'est l'illustration parfaite qui a gros calcul au niveau de la stratégie dans les stands. On a sûrement complété le plein de Paul Tracy parce que ça va sûrement jouer à 2-3 tours et à quelques gallons de méthanol. Alors cette petite manœuvre de Paul Tracy, il y en a peut-être d'autres qui vont la faire avant le retrait du Pescar. Mais sauf que le Pescar va rentrer. Mais non, il n'est pas rentré alors qu'il avait éteint ses feux. Il aurait dû rentrer au bout de ce tour. Oui, il y a un cafouillage à mon avis au niveau de la direction de course parce que je crois que Paul Tracy était en train de dépasser des... Ah non, il a failli dépasser Nakano. Et là, nous sommes à l'arrière de la voiture d'Adrian Fernandez. Avec derrière lui Mark Blundell.
Fittipaldi rentre. Et toujours ces fameuses stratégies. Il s'agit beaucoup de coups de poker. La boîte de vitesse, on a entendu parler de la boîte de vitesse dans la liaison stand voiture entre Christian Fittipaldi et le New Manas. Oh là là, il est ressorti, il y avait Servia qui au même moment sortait et ça aurait pu bien se terminer en accrochage entre Servia et Fittipaldi. Servia est finalement ressorti devant. C'est vrai que cette allée des stands n'est pas extrêmement large à Laguna Seca et c'est la raison pour laquelle on a failli depuis le début de cette course assister à plusieurs accrochages dans les stands. Et là, eh bien, le Pescar, me semble-t-il, a rallumé ses feux clignotants, Franck. Oui, par contre, il a laissé passer tous les retardataires qu'il y avait devant les pilotes Penske. Parmi ces retardataires, il y avait Canaan. Canaan, lui, est rentré au stand un peu comme Paul Tracy. Oh, même, Enfin, même tout à fait comme Paul Tracy. Oui. Pareil, même. Il est rentré par la même porte et est sorti par la même porte. Il a sûrement fait la même chose que lui, en plus. Il fait la même chose dans les stands, donc finalement, c'est très ressemblant. C'est un où Ripet Fittipaldi dans les stands, c'était chaud avec Tarso Marquez. Oui, c'était Tarso Marquez, c'était pas Servia d'ailleurs. Voilà Servia. Et on a vu Tagliani, donc, qui est bel et bien revenu en course. Alors, à combien de tours? Eh bien, on va attendre d'avoir une vue globale du classement pour vous le dire. Et en tout cas, on retrouve les deux hommes de tête qui ont déjà pris du champ par rapport au safety car. On est dans l'amorce de la descente, c'est-à-dire que le Pescar va rentrer dans les stands et le drapeau vert va être agité. Dans quelques instants, ce sera donc le restart à une grosse trentaine de tours de l'arrivée. La réaccélération, le Pescar est dans les stands et c'est parti. Avec en tête Castro Neves, deuxième de Ferrand, troisième Frank Kitty. Le quatrième, on a Guidley sur la piste, oui, quatrième. Guidley, mais Guidley est retardataire et c'est Andretti. Andretti qui a fait une belle opération. Il vient de doubler Guidley, il est quatrième de cette course. C'est lui qui fait la belle opération au championnat pour l'instant. Ah, il est arrivé de nulle part, Andretti. On ne sait pas comment, alors qu'il naviguait en 12 ou 13e position depuis le début de la course. Eh bien, on ne sait pas comment il est arrivé là. Un bon pit stop sûrement, il en a fait qu'un. C'est vrai qu'il y a quelques pilotes placés devant lui qui se sont arrêtés une deuxième fois pendant la neutralisation. Mais il va falloir vraiment surveiller les consommations de carburant. Parce que... Braque et Montoya qui donc était deuxième avant la neutralisation et qui est maintenant huitième. Ou Tagliani qui est à la ramasse. Oui, il n'est pas bien du tout, Tagliani. À mon avis, il va abandonner très rapidement. Il ferait mieux parce qu'il gêne tout le monde là. Et là, ça reste compact, le peloton de tête avec Kenny Braque, regardez, qui est très harcelé par Montoya. Ou la bouillant Montoya. Très agaçant ça. Voilà, on est avec Montoya. On va laisser l'image parler. Là, on a l'illustration de ces deux trajectoires dont vous nous parliez. Oui, tout à fait. Il le prend vraiment en double gauche. Et Braque, lui, le prend vraiment avec une seule corde, tout en arrondi. Et c'est chaud également entre Vasseur et Tracy. Tracy, lui, par contre, il était au même stade qu'Andretti avant la neutralisation. Il en a beaucoup bien profité. Ouais. En revanche, Paul Tracy peut aller au bout. Sûrement, avec ce qu'il a en méthanol dans sa voiture, alors que Andretti, à mon sens, devrait s'arrêter une nouvelle fois. Donc c'est la grosse nuance et l'avenir, de toute manière, nous le dira, mais peut-être que Tracy a fait une belle opération. En tout cas, il est en train de montrer à Jimmy Vasser qu'il est derrière lui, qu'il souhaiterait bien être devant d'ailleurs. Qu'il n'a pas envie que ça dure. Voilà, qu'il préférait que ça dure pas trop. Oui, il y a eu contact entre Vasseur et Servia. Ouais.
Bon, ça a été minime comme contact, mais il y a eu contact hein, quand même. Là, on est revenu au direct un tour plus tard. Vasseur toujours derrière Servia. Paul Tracy n'était pour rien, hein. Il était derrière. En même temps, c'est la pression de Paul Tracy qui fait que Vasseur a envie de passer Servia et qui fait qu'il y a contact. Donc, il a assisté impuissant à ce contact auquel il ne pouvait rien. Ah, il a dû enrager. Très surpris de n'y être pour rien. Oui, sûrement. Ouais. C'est vexant. Oh, il est attaqué Paul Tracy par Carpentier. Ça va pas lui plaire. Ouais. Ça va peut-être nous le réveiller. Hein. C'est vrai qu'il dort un peu depuis le début de cette course. Paul Tracy, pas l'ombre d'un accrochage, rien. Même pas un blocage de roue, c'est pour dire quoi. C'est vraiment. Oh là, Tagliani, on l'a vu encore une fois, très lent. En même temps, c'est peut-être la pression. Hein. C'est vrai que Tracy n'a quand même pas été souvent en mesure de jouer le titre en carte. Tony Kanaan, étonnamment discret dans cette course aussi. Et vous disiez, effectivement, il a vu d'un mauvais œil l'arrivée tonitruante de Bryan Herta. À ses côtés. Et en tout cas, la tête de la course reste groupée avec Memo Guidelet intercalé, mais qui finalement suit le même rythme pratiquement. Il bouchonne un petit peu Braque et Montoya, mais pas plus que ça. Oui, sans plus, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a Bryan Herta d'ailleurs derrière lui. C'est Herta en fait qui bouchonne Braque et. Oui, mais tout à l'heure, il me semble que Guidelet était derrière Herta. Hein. Il y a eu un petit problème pour Herta. On est avec Montoya derrière Kenny Braque. Il n'a toujours pas réussi à passer devant. Et Guidelet qui va peut-être attaquer Michael Andretti. Voilà, Guidelet, il est dans l'aspiration. Andretti, ce serait assez surprenant. Il est à un tour, mais pourquoi pas. À Kanaan, il y a un problème. Il revient très fort au freinage Montoya sur Kenny Braque. Il freine très tard. Ouais. Justement, ces images de caméra embarquée de Montoya me font quand même un peu peur quant à son avenir en Formule 1 parce que ça me rappelle pas mal Zanardi quand même. C'est un peu le même style efficace, violent mais efficace. C'est quand même assez haché comme conduite et c'est peut-être pas payé en Formule 1. J'ai bien peur que ce soit cette fois-ci terminé pour le Québécois. Oui, il enlève son volant. C'est terminé l'abandon pour Alex Tagliani. À la suite de sa sortie de route de tout à l'heure et de son contact avec le muret. Même si ça n'était pas un violent contact, eh bien, ça l'a empêché de continuer. Nous sommes avec Blundell. Mark Blundell seul en piste et qui n'apporte pas un grand intérêt cette retransmission. On a vu que la tête de la course était très regroupée, même si ce sont toujours des images agréables.
nouvelle fois ce magnifique ralenti là, c'est pilote Ganassi qui mord la poussière et du coup pilote Green qui en fait autant. Et on retrouve Guidley. Guidley qui, bien qu'étant 19e à un tour, eh bien, parvient à suivre le rythme des hommes de tête. Hommes de tête que l'on retrouve donc toujours très groupés. Castroneves en tête de Ferrand deuxième, Franck Kitty troisième, Michael Andretti toujours quatrième. Andretti qui est en train de faire la belle opération donc pour le championnat. Ouais, il rentre. Voilà. Son dernier arrêt, ça ouais. on l'avait dit tout à l'heure, hein, Franck. Ouais, tout à fait, ouais. C'est la raison pour laquelle il s'était retrouvé en aussi bonne position. Mais c'est pas plus mal parce que tout le monde est rentré lors de la dernière neutralisation, mais c'est même pas sûr qu'il puisse aller au bout sans avoir à s'arrêter une nouvelle fois. Andretti lui ne s'était pas arrêté, c'est explique qu'il soit remonté si bien dans le classement, et maintenant il s'arrête et il n'aura plus à s'arrêter avant la fin de la course, donc c'est très bien joué de la part un gars comme Tracy qui s'était arrêté tout à la fin de la neutralisation devrait pouvoir aller au bout avec le plein de méthanol. Ça ne devrait pas être le cas de Castroneves, de Ferrand. Ce ne sera pas le cas des hommes de tête, tout à fait. Ce sera peut-être pas le cas des hommes de tête. Ouais. Après ça peut être gérable, hein. Si c'est une question de 2 tours, on peut baisser la pression de turbo et rouler un peu moins vite, mais économiser pas mal de carburant. Et ça explique sûrement que Castroneves, qui avait quand même au moins 5 secondes d'avance lors du premier run sur De Ferrand, ne parvient plus à le lâcher. On va écouter Alex Tagliani. Alors, quelle est l'explication de cette sortie de route? Problème de moteur. C'est une bougie. Ouais, problème d'allumage. Il manquait beaucoup de puissance. Mais sur l'incident en lui-même. Ah, c'est ça là. Voilà. D'accord, le fin mot de l'histoire. Il a vu Moreno dans le mur et il y a deux, enfin d'après ce que j'ai compris, deux adversaires qui ont essayé de le passer. Jourdain surtout a essayé de le passer alors que les drapeaux jaunes étaient brandis. Voilà, c'est ça. Donc ça a un peu surpris Tagliani, il y a eu contact et ça l'a envoyé dans le mur. Donc il n'y avait pas de d'huile sur la piste. Hein, ouais, apparemment pas. Donc, pour ce qui concerne Roberto Moreno, on peut considérer qu'il s'agissait d'une faute de pilotage. Ouais. Une faute lourde de conséquences, hein, parce que là, au championnat, c'est quand même... Oui, on peut penser que Moreno ne sera plus en mesure de jouer le titre. Alors, vous voyez, tous ces pilotes, Castroneves, enfin tous les 6 premiers sont arrêtés au 48e tour, donc il y a 25 tours. Et on vous rappelle qu'on peut faire entre 28 et 33 tours avec un plein ici à Laguna Seca. Donc 48-28 ça fait 76 et 48-33 ça fait 81, donc de toute façon ça va être dur d'aller au bout, mais c'est peut-être gérable, hein. Et en revanche le seul que l'on ait vu ravitailler plus tard, c'est Tracy qui pourrait profiter des circonstances pour se retrouver aux avant-postes. Paul Tracy qui évolue actuellement aux alentours de la 12e place. On va le vérifier avec cette il a dû remonter un petit peu avec l'arrêt d'Andretti. Oui. Il doit être 10e, Oui, 10e, tout à fait. 10e, mais avec au moins 7 ou 8 pilotes devant lui. Oui, puis devant Andretti, qui vont devoir s'arrêter. Et lui est devant Andretti, tout à fait. Et qui est quand même sa valeur étalon, quoi. Enfin, le gars contre lequel il se bat au championnat. Ouais, en fin de course, on pourra avoir les deux premiers du championnat aux 2 premières places. Tout à fait. En lutte directe. C'est pas inenvisageable. Auquel cas, ça réduirait quand même les protagonistes pour le titre à déjà, à 2, ils sont plus que 5 déjà avec l'abandon de Moreno. On peut penser que après cette course de Laguna Seca, il en restera 4. Eh bien, on peut penser que d'ici une demi-heure, donc à l'arrivée de cette course, eh bien, ils ne seront plus que 2 ou 3 à pouvoir jouer le titre. Oui, on peut peut-être aussi exclure Fernandez, hein, qui suite à l'incident au stand, n'est plus en mesure de marquer des points aujourd'hui et donc va en perdre un gros paquet sur De Ferrand, Andretti, Tracy. Donc ils ne sont d'ores et déjà plus que 4, Andretti, Tracy, De Ferrand et Braque.
Montoya qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Kenny Brack et qui s'est même fait distancer par le rookie suédois. L'écart est stable, vous le voyez, entre Castroneves et De Ferrand. Et le rythme n'a pas l'air aussi élevé que celui d'un Montoya ou d'un Tracy. Ça peut vouloir dire qu'on gère, qu'on économise le méthanol. « 16 tours de l'arrivée. Ça va pas tarder à se décanter. On va... Alors que là, une statistique assez incroyable. Vous voyez la différence entre le premier et le 6e au classement du championnat après 15 courses sur les 20 dernières années. Et cette année 2000 est l'écart le plus faible entre le premier et le 6e après 15 courses. Vous voyez, 20 points seulement d'écart, alors qu'on est allé jusqu'à 75 points au début des années 80, ce qui, évidemment, mais on n'a pas besoin de cette stat pour le savoir, signifie qu'on a un championnat très disputé cette année. Alors là, 2.1 en fuel. C'est une information intéressante qu'on a entendue des stands à une voiture du Penske, mais était-ce Castroneves ou De Ferrand, c'est dur à dire, mais en tout cas 2.1, ça veut dire qu'il a un tour de plus que sa marge initiale, donc il y a de quoi couvrir un tour de plus que ce qu'il était prévu avec un plein de carburant. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais si on se souvient qu'il s'est arrêté au 48e tour, Castroneves, 28 tours minimum et 33 maximum, ça lui fait aller jusqu'au 81e tour. Il lui faudrait un 2.2, 2 tours en plus que le tableau de marche. Au Canaan tout droit. En tout cas, le pari des pilotes qui se sont arrêtés lors de l'industrialisation est peut-être en passe d'être gagné. Il repart Tony Canaan, mais une course très très difficile pour le jeune Brésilien. La pression, ça n'a pas l'air d'être fait pour Canaan. Il a vraiment très très mal supporté la perte de Herta. On va voir ce qui s'est passé. Tout seul, il est vraiment tout seul en piste. Au bout ligne droite des stands, freinage retardé un peu plus que de raison. Et ça tire tout droit. Il parvient à ne pas s'enliser dans les graviers. Il évite le mur de pneus. Et il peut repartir, mais évidemment, grosse perte de temps pour Tony Canaan.
D'ailleurs, comme on l'a vu sur le petit tout droit de Canaan, il y a eu pas mal de plaintes tout au long du week-end des pilotes sur l'état des bacs à gravier. Et beaucoup de pilotes trouvaient qu'ils ne ralentissaient pas assez les voitures, qu'ils étaient un peu secs et qu'on avait tendance à les survoler plutôt que de s'enliser dedans, ce qui évidemment n'est pas idéal pour un bac à gravier qui est plutôt censé vous ralentir. C'est sûr. On a vu mieux, quoi. Vasseur sur Servia. Oui, ça passe. Tranquille. Et il croise, et ouais, il a freiné un peu trop tard, Vasseur, et du coup... Il est obligé d'élargir derrière. Et Servia est repassé à la sortie dans le deuxième gauche. Tracy va en profiter sûrement, il est dans l'aileron arrière de Vasseur. Le réveil de Paul Tracy. Attention parce que tout reste à faire dans cette course. Carpentier du coup. Tout reste à faire dans la mesure où, encore une fois, les voitures de tête vont très vraisemblablement devoir s'arrêter une nouvelle fois dans les stands. Bonne course de Franchitti, hein. 3e à la régulière. Il n'est pas en mesure d'attaquer De Ferrand et encore moins Castroneves, mais il tient sa place. Il va quand même sauver sa saison sur les dernières courses, hein, Franchitti. On se souvient du début d'année où il était nulle part, au-delà de la 15e place en qualification et rarement à l'arrivée en course. Ça s'est quand même amélioré dans le cours de l'année et ça explique que Barry Green l'ait signé pour une année supplémentaire. On aura d'ailleurs le duo chez Green, Tracy, Franchitti renouvelé pour 2001. Voilà le golf de Pebble Beach. On l'a aperçu. En fait, le but, c'était pas tellement de nous montrer le golf, c'était de nous montrer les 5 premiers. Ouais, bon, on les connaissait. En revanche, le golf, on connaît moins. Ouais. Et un peu de fraîcheur dans cet univers de brut ne fait pas de mal. Un peu de finesse, il faut. Le golf, d'ailleurs, qui est un des sports préférés des pilotes. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Au niveau de la concentration, notamment. Et je me demande bien si dans cette fin de course, eh bien, De Ferrand n'est pas un peu plus rapide que Castroneves. Ouais. Auquel cas, on pourrait imaginer des consignes de course, puisqu'il faut quand même se rappeler que Gilles De Ferrand est en lice pour le titre. Et oui. Bien que ça n'ait jamais été pratiqué jusqu'à présent dans l'équipe de Roger Penske. Mais disons que... Mais il n'y a pas eu de raison de le faire pour oui, l'instant, aussi, remarqué, hein. Ouais. De toute façon, chez Penske, on éduque tellement bien les pilotes qu'on n'a pas besoin de leur donner de consignes pendant la course. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Et on voit avant tout le bien de l'écurie avant de voir son bien personnel. Et donc, il y a... On peut penser qu'effectivement... s'il n'y a pas de menace directe, non, on ne sait pas. Helio Castroneves a déjà remporté une victoire cette année. C'est vrai que la bonne... alors, on a passé une annonce des pilotes Penske en lui disant qu'il lui restait... 11 tours. Et 11 tours. Ah oui, je pensais qu'on lui indiquait le nombre de tours avant d'éventuellement repasser dans les stands. Ouais, Tracy qui a passé Vasseur et qui reçoit les fixations de son stand. Sûr qu'une place de gagner, c'est un petit point de grappillé. Et c'est donc toujours un point de... regardez à quel point il était bouchonné, parce que regardez ce qu'il lui a mis depuis qu'il l'a dépassé. Le voici donc en 9e position, Paul Tracy maintenant. Et encore une fois, il reprend des points à Michael Andretti. Et c'est ça qui est important, puisque
On vous rappelle qu'il y a 6 points d'écart entre les deux hommes au classement du championnat. Sa 9e place lui donne 4 points pour l'instant, Tracy. Donc il remonterait sur Andretti. Et s'il continuait sa remontée, eh bien, qui sait. Voilà, alors que Fittipaldi est en difficulté là. Alors, regardez, j'ai bien l'impression quand même que De Ferrand, alors que Guidley s'arrête. Stop and go pour Guidley. Sûrement lors des incidents dans le... Ah non, pardon, c'est un... Stop and fuel. Ouais. And go. And go. Stop and fuel and go. Fuel and go. C'est pas les pneus, hein, vous l'avez bien vu. Not tires. Stop and fuel and go only. And not tires, but if you want you can drink something. If you are dirty. Voilà. Yes. C'est sur ce plan aérien, on se rend compte à quel point ce virage du corkscrew est tarabiscoté. Il est d'un illogisme total, ce virage. Oui. C'est ce qui en fait un des virages les plus réputés dans le monde de la course automobile d'ailleurs. Et attention, parce que je ne serais pas surpris quand même que un de ces quatre, De Ferrand, porte une attaque sur Castroneves. Et on revoit le dépassement de Tracy sur Vasseur. Oh, c'est limite, hein. Vasseur a été gentil, hein, parce qu'il prend vraiment large et Tracy vient quand même de loin. Ouais, mais enfin, il savait à qui il avait affaire, Vasseur. Ouais, c'est sûr. Ferme pas la porte à Tracy quand il est engagé. C'est trop tard. Voilà. Dès qu'il a décidé, c'est trop tard. Ouais. Donc il faut bien essayer de voir le regard de Paul Tracy quand il est à vos trousses. Si vous voyez un regard décidé, écartez-vous. Ça craint. Si Tracy a le regard décidé, il vaut mieux faire gaffe. D'ailleurs, Oriol Serviat, pas tarder à la prendre à ses dépens. Oriol, si tu nous entends, regarde dans tes rétros. Fais gaffe. Attention à ta consommation. Alors ce qu'on dit à Tracy, c'est que tu fais un super boulot. La consommation t'en occupe pas, nous on s'en occupe. Ce qu'il y a seulement, c'est sur les dépassements. N'en fais pas trop parce qu'évidemment pour les dépassements on augmente au maximum la pression du turbo et évidemment ce qui a pour conséquence de doubler la consommation de carburant. Donc n'en fais pas trop sur les dépassements. Si tu sens que tu peux dépasser, dépasse, mais faut pas que ce soit au détriment de la consommation. Ça veut quand même dire que c'est limite, hein. Oui. Il va être limite, mais il va aller au bout en tout cas, c'est ce que ça veut dire aussi. Les Penske aussi, on devrait... Oui, mais alors là, ça change tout parce qu'on l'avait pas prévu comme ça normalement, hein, les Penske. Ouais, sur la dernière. Ils avaient ravitaillé, rappelez-vous, au 48e tour. Hein, oui, c'est vrai, ouais. Sur 83. Ça fait 35 tours, c'est vrai que le maximum c'est 30 ou 31 tours, ça fait 2 tours à gagner. En même temps, c'était au 48e tour, mais il y avait 2-3 tours de Pescar derrière, donc ça peut être gérable. Oh, ça a dû être calculé, hein, de toute manière. Ouais. Mais... Et Brian Herta, en tout cas, qui fait une course formidable. À la 4e place, Kenny Brack 5e, qui fait une belle opération également pour le championnat. Mais enfin, l'homme qui va faire la meilleure opération, indéniablement pour l'instant, c'est Gilles De Ferrand. Petit récapitulatif des points attribués du vainqueur au 12e, donc, comme vous le savez, avec les bonus pour le plus grand nombre de tours en tête et pour la pole position. Ces 2 points allant d'ores et déjà à Helio Castroneves. Oui. Celui de la pole et celui du plus grand nombre de tours en tête. Plus que 7 tours. Plus que 7 tours. Ouais, toujours 9e Tracy. Hein. Il devrait pouvoir passer servir avant la fin de la course. Kugelmin, ça va être plus dur, mais bonne opération pour Tracy aujourd'hui sûrement. Séquence gros plan ralenti. Oriol Serviat.
En tout cas, il va essayer Paul Tracy de passer Servia avant la fin de la course. C'est vrai que si on se souvient de l'an dernier, un point est un point, même si le barème, comme on vient de le voir, n'est pas du tout le même que celui de la Formule 1 par exemple. Toujours pas de problème au niveau consommation d'après les stands de Paul Tracy. Et donc oui, si le barème n'est pas le même que celui de la Formule 1, on gagne beaucoup plus de points à chaque course, 20 points pour le vainqueur. Un point reste un point. On se souvient évidemment de l'an dernier, le titre qui s'était joué au nombre de victoires, puisque Montoya et Franchitti avaient fini ex-aequo au point. Donc Tracy, il a sûrement l'épisode 99 en mémoire, il va tout faire pour gagner une place et le point qui va avec. On retrouve Adrian Fernandez qui était donc 18e après son incident dans les stands. Un des hommes qui aura perdu gros aujourd'hui. Il était dans le peloton de tête bien tranquillement. Il avait même tenté un coup stratégique. Et puis patatrac, catastrophe dans les stands. Il est remonté 13e. C'est dommage qu'on n'ait pas suivi plus en détail la remontée de Fernandez. Il est à la porte des points maintenant, le Mexicain. Il va pouvoir peut-être sauver ses espoirs de titre en grappillant quelques-uns. Il n'est jamais qu'à 9 points d'Andretti au classement. Il peut limiter les dégâts, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire beaucoup mieux aujourd'hui, Fernandez. Fernandez dont qu'on va entendre, c'est Roberto Moreno. Alors déjà, avec Max Papis, c'était quand même un peu limite. Up before the corkscrew, which is one of the fastest places in the circuit. He came out of the corner and made a huge mistake. I went around him and he only left me the outside. When I went on the outside, he squeezed me out on the outside of the circuit. If I had not let off, could be a huge accident there. Donc l'explication de Moreno pour sa sortie de route, c'est que Papis en fait était plus lent, comme on l'a, ça c'est sûr, on l'avait bien vu, Papis bouchonner Moreno. Et donc dans ce virage dans lequel nous nous trouvons avec les leaders, eh bien Papis a fait une erreur, il s'est un peu loupé, ça a déporté Moreno sur la droite, puis il s'est rabattu devant sous le nez de Moreno, Max Papis, alors qu'on est en plein appui pour ce grand gauche, et ça a projeté, du moins décalé Moreno sur la partie sale de la piste, et ça explique qu'il soit parti en glissade puis dans le mur. Donc un peu d'animosité de la part de Moreno envers Max Papis. C'est compréhensible, il joue quand même un championnat, Moreno, alors que Papis lui résistait plus que 3 tours et j'ai besoin de tout le carburant que tu pourras me donner. Ça c'est les stands qui disent ça à Castroneves, donc ça veut dire plus que 3 tours, mais fais tout ce que tu peux pour en économiser. On n'est pas sûr d'aller au bout. On demande à l'ingénieur Tim Beverly, l'ingénieur du Penske, et pour lui c'est bon, ça devrait aller, on a de quoi finir, sauf grosse surprise, ça devrait être bon. Donc a priori le W Penske est en vue, 3 tours de l'arrivée, selon les ingénieurs du Penske, il y a de quoi aller au bout, mais il faudra évidemment attendre la fin pour en être sûr, parce qu'avec la consommation de méthanol, rien n'est jamais certain.
Oh, problème pour Paul Tracy. Il a apparemment tenté un dépassement sur Servia. Il a failli partir dans les graviers, l'ami Paul. Il a réussi à maîtriser, mais maintenant à 2 tours de la fin, ça va être dur de prendre le meilleur sur le jeune espagnol. On voit ce qui s'est passé, ouais. Il tente à l'intérieur, énorme freinage de Tracy. Mais comme tout à l'heure Vasseur, il va un peu loin dans le virage. Et du coup, Servia en profite et le repique à l'intérieur. On va entrer dans le dernier tour. Le dernier tour pour les 2 pilotes Penske qui vont, sauf énorme surprise, seule surprise qui peut survenir, ce serait la panne d'essence. Mais ils vont signer un nouveau doublé, le 3e de l'année, les pilotes Penske. Donc pas de consigne. Oh, Tracy, c'est Tracy, il a une nouvelle fois apparemment tenté le tout pour le tout au bout de la ligne droite des stands dans l'amorce du dernier tour, et du coup il perd de place et sûrement de 3 avec Fittipaldi. Oh là là, limite Paul Tracy, il a essayé de bloquer Paul Tracy en repartant. Est-ce que Fernandez va pouvoir en profiter? Ah, il a perdu gros là, Paul Tracy. Mais c'est bien dans le caractère du personnage, il a préféré tenter le tout pour gagner une place et un point plutôt que de rester derrière Servia. Et du coup il a perdu au moins 2-3 places et il va peut-être même pas finir dans les points, Paul Tracy. En tout cas, Castroneves, lui, il arrive dans le dernier virage et il va remporter une nouvelle victoire pour Penske. Et il va inaugurer un nouveau doublé pour cette écurie légendaire, l'écurie fondatrice du championnat kart. Et la joie de Castroneves, toujours aussi toujours démonstratif, le Brésilien. Alors va-t-il nous refaire le même coup qu'à Lexington il y a un peu moins d'1 mois, c'est-à-dire sortir à moitié de son cockpit, puis s'arrêter au milieu du circuit et se jeter sur les grillages de protection du public? C'est pas impossible parce qu'il pourrait peut-être tomber en panne d'essence avant la fin de son tour de décélération, vu qu'on était quand même assez limite en conso. En tout cas, vous l'entendez, sa joie est immense. Et Servia, lui, il est en panne d'essence à l'entrée de la ligne droite des stands, à 400 mètres de la ligne. Alors il y a une légère pente à ce niveau-là, à l'entrée de la ligne droite des stands. Ça remonte plus loin. Il faudrait qu'il pousse Oriol Servia. Et décidément, pas mal de rebondissements cette fin de course. Canaan, lui aussi, a un petit souci. Il s'arrête sur les bas-côtés. Et peut-être lui aussi en panne de méthanol. En tout cas, c'est pas le cas de Castroneves qui finalement, et un peu contre toute attente, aura pu aller au bout avec son dernier plein. Donc près de la moitié de la course avec un seul plein. C'était un beau pari. Il fallait le tenter. Ils l'ont fait et ça a payé chez Penske. Et c'est mérité. Et ben voilà. Il adore ça, les grillages, Castroneves. C'est comme à Lexington. Il faut qu'il grimpe sur un grillage pour exprimer sa joie. Il va maintenant sauter dans les bras de son coéquipier. Voilà, il se précipite sur De Ferrand. Et bien sur ces images de joie de tout le team Penske, alors que De Ferrand s'extrait lui aussi de sa monoplace, on va se quitter. On va bien entendu faire un point sur le classement. On va peut-être entendre Tony Kanaan, Elio Castroneves, pardon, évidemment. On va peut-être laisser Elio
Donc confirmation du classement. Alors apparemment l'interview de Castro-Neves c'est pas pour tout de suite, donc on va conclure cette 15e manche de la saison. Castro-Neves, De Ferrand, Franchitti, Herta, Braque, c'est le top 5. Montoya 6e. Et donc petite déroute pour Andretti et Tracy. Resserrement en tête du championnat, mais rien n'est joué. On a encore 4 courses à disputer. La prochaine d'entre elles la semaine prochaine à Houston, circuit urbain, le dernier circuit urbain de la saison. Autre rendez-vous des sports mécaniques sur TMC, évidemment la moto, midi 15 dimanche prochain, Grand Prix de Valence. Et puis évidemment Tour de Chauffe le soir et l'Indy juste après. Merci à tous, bonne nuit et à la semaine prochaine.